Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Décidément, ce sont les faits divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui dans Crime Story, l'affaire Christelle Blétry. Une enquête liée au tentaculaire dossier des disparus de l'autoroute A6 et aussi le combat acharné d'une maman et d'un policier. Samedi 28 décembre 1996. Il est presque midi quand le facteur de Blanzy, une petite commune de Saône-et-Loire à côté de Mont-Solemin, s'engage sur un petit chemin goudronné. Il mène à la ferme des Jeannins, à côté d'un étang. Alors qu'il a fait seulement quelques mètres, le facteur aperçoit une masse dans le fossé qui borde la route. Il s'approche et découvre un corps humain, gelé, face contre terre. Il se précipite à la ferme pour appeler les secours. Quand la gendarmerie arrive sur place, les enquêteurs identifient rapidement le corps d'une jeune femme. Justement, le matin même, Marie-Rose Blétry, 38 ans, s'est présentée au commissariat de Mont-Solemin. Cette femme, lingère dans une association d'aide sociale, mariée et mère de 3 enfants, souhaite déclarer la disparition de sa fille. La veille, Christelle, sa fille aînée, âgée de 20 ans, n'est pas rentrée chez ses parents, comme elle aurait dû le faire après avoir passé la soirée avec des amis, à quelques centaines de mètres de là. Ses amis sont pourtant formels. La jeune femme les a quittés vers minuit avant de repartir à pied vers chez elle. Sur la route qu'elle devait emprunter, elle a même été aperçue par une jeune serveuse qui la connaissait. Au commissariat, les policiers ne prennent pas vraiment au sérieux la très vive inquiétude de la mère. Christelle est majeure et cela ne fait même pas 24 heures qu'elle a disparu. À une époque où il n'y a pas de téléphone portable, ils imaginent que Christelle peut très bien avoir poursuivi la soirée avec d'autres amis et être encore en train de dormir quelque part. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Quand la nouvelle du corps retrouvé dans un fossé de Blanzy leur parvient, ils pensent tout de suite à cette jeune femme dont la mère a signalé la disparition. Damien, les premiers éléments permettent d'établir que les meurtriers se sont acharnés sur la victime. Un seul chiffre peut résumer cet acharnement, 123 coups de couteau. Son ou ses assassins se sont donc littéralement acharnés sur elle avant de l'abandonner sur ce petit chemin de campagne, sans doute après l'avoir éjectée d'une voiture. Donc quand les premiers enquêteurs vont arriver sur place, ils vont essayer de prélever, de regarder s'il y a des indices un peu sur place, mais la situation météo, on est fin décembre, il a beaucoup gelé, complique un petit peu les premières investigations. Les analyses confirment rapidement les craintes des policiers. Oui, en tout cas, la certitude qu'ils ont, c'est que cette jeune fille, découverte massacrée dans ce petit chemin, c'est bien Christelle Blétry. Les enquêteurs entendent les amis avec lesquels Christelle a passé la soirée la veille. Oui, ce qui est une démarche parfaitement logique et parfaitement normale. Ce sont les derniers qui ont vu Christelle vivante la veille au soir. Ils vont être entendus successivement, indépendamment les uns des autres, toute la journée. On va leur demander en gros de raconter la soirée, un peu le timing, à quelle heure elle est partie, si elle est partie toute seule. Ils vont expliquer qu'ils ont retrouvé Christelle pour une soirée qui était prévue. C'était le début des vacances scolaires. Ils étaient tous ensemble dans le studio d'un des amis qui se trouve dans le centre du village de Blanzy. Vers 23h45, elle a quitté tout le monde pour rentrer chez elle. C'est un trajet qu'elle avait l'habitude de faire à pied. Il n'y a rien donc de particulier ou de suspect ou d'inhabituel dans ce qui s'est produit ce soir-là, d'après ses amis. Simplement, certains d'entre eux vont quand même dire que depuis quelques jours, elle semblait inquiète. Christelle avait rencontré dernièrement un garçon dans une discothèque de la région. Dans une lettre datée du 18 décembre, 11 jours avant le meurtre, elle faisait part à une de ses amies de son angoisse. « Le 26 novembre, écrit la jeune femme, il est venu me chercher avec un de ses copains. Nous sommes allés au Creusot parce qu'il a acheté du shit. Il a pris un couteau et me l'a placé sous la gorge. Il m'a obligée à fumer. Moi, je ne voulais pas. Il m'a menacée et m'a même demandé de me prostituer pour lui. J'ai flippé. »
cette piste ne semble pas alarmer immédiatement les enquêteurs. Dans un article du Parisien, daté du lundi 30 décembre 1996, 2 jours après la découverte du corps, les journalistes interrogent, dans des termes peu amènes, délire d'adolescente ou véritable piste pour les policiers. Les résultats de l'autopsie montrent que Christelle n'a pas subi de violences sexuelles. Il faudrait donc chercher le mobile du crime ailleurs. Est-ce que son agresseur la connaissait ? À Montceau-les-Mines, où la nouvelle de la mort de Christelle se propage, tout le monde garde en mémoire un autre assassinat, survenu 6 ans plus tôt. Le dimanche 18 novembre 1990, des chasseurs ont découvert sous un tapis de feuilles mortes dans les bois de Roselay, à 15 km de Monceau, le corps de Carole Soltysiak, une collégienne âgée de 13 ans. Elle avait elle aussi disparu de son domicile la veille. Le cadavre de l'adolescente était entièrement dénudé et elle avait été violée avant d'être tuée de 4 coups de couteau. Mais malgré de longues années d'enquête, ce crime n'a jamais été élucidé. Se peut-il que l'agresseur soit le même et que, depuis 6 ans, il rôde sur le secteur? Si la réponse est oui, il faut agir vite car il pourrait y avoir d'autres victimes. Le mardi 31 décembre, 3 jours après la découverte du corps de Christelle dans le fossé, une foule dense se masse à l'entrée de l'église de Blanzy. À 14h, son enterrement commence. Damien, pendant ce temps, l'enquête est confiée au SRPJ de Dijon. Oui, il y a une information judiciaire qui a été ouverte par le parquet de Chalon-sur-Saône, c'est-à-dire qu'on a confié le dossier à un juge d'instruction et en raison de la gravité des faits, de l'extrême barbarie du crime et effectivement du précédent Soltysiak, c'est le service de police judiciaire de Dijon qui va récupérer le dossier et qui va donc presque reprendre l'enquête à zéro en réentendant notamment les amis et les proches de Christelle pour refaire un petit peu le timing de la soirée précédente. Il y a aussi des perquisitions qui vont être menées chez les amis de Christelle, mais pour l'instant, ça ne donne pas de piste évidente. Et ils n'identifient pas qui pouvait en vouloir à Christelle. Alors, ils vont quand même s'intéresser à la personnalité de Christelle, de la victime, ce qui se fait aussi dans toutes les enquêtes de ce type. Ils vont découvrir un profil plutôt lisse. Christelle, elle voulait entrer en BTS à Lyon après sa sortie du lycée. Son rêve, c'était de devenir puéricultrice. Et puis quand ils vont enquêter un petit peu autour d'elle, ils vont se rendre compte que c'est une jeune femme qui a des amis, qui s'entend bien avec sa famille, qui a des projets. Donc tout semble aller pour le mieux. Pas de piste évidente, pas d'amis louches. Et ce qu'ils constatent en revanche, c'est qu'il y a un déferlement de violence, presque une crise de démence et un acharnement inouï sur le corps de Christelle Blétry. Est-ce que les policiers parviennent à identifier l'homme qu'elle a rencontré en discothèque ? Oui, et donc ils croient tenir une vraie piste. Mais lorsqu'ils vont le retrouver, l'interpeller et l'interroger, cette piste, elle va très vite se refermer parce que ce jeune homme, il a un alibi solide et vérifié pour le soir et la nuit des faits. Il ne peut donc pas être l'auteur du meurtre de Christelle. Les semaines passent et l'enquête s'enlise. Marie-Rose Blétry, impuissante, regarde les policiers hésiter, refermer les pistes les unes après les autres, sans parvenir à trouver de quoi avancer. Par dépit et par colère, elle organise 1 mois après la mort de sa fille, le mercredi 29 janvier 1997, une réunion publique pour les familles de victimes. D'autres parents, dont les filles ont été tuées sur le même secteur sans que les crimes soient élucidés, s'y rendent. Car à cette époque-là déjà, Marie-Rose n'est pas seule. Rapidement, elle est contactée par Marie Pichon, 53 ans, qui se dit abandonnée par la justice. Sa fille de 16 ans, prénommée elle aussi Christelle, a été retrouvée morte 11 ans plus tôt, le jeudi 18 décembre 1986, dans la cave d'un immeuble du Creusot, au nord de Montceau-les-Mines. Elle a été frappée à 33 reprises avec un couteau, à moins de 200 mètres de chez elle, alors qu'elle rentrait à la maison. Quand j'ai signalé sa disparition, on m'a dit qu'il s'agissait d'une fugue, témoigne Marie Pichon. En février 1990, le dossier est refermé par une ordonnance de non-lieu et les scellés sont détruits quelques mois plus tard. Marie Pichon refuse cette fatalité. Elle veut savoir qui a tué sa fille. Il y a aussi Betty Soltysiak, la maman de Carole dont nous avons déjà parlé, qui a été tuée dans un bois en 1990 à l'âge de 13 ans. 2 mois plus tard, le jeudi 13 mars 1997, l'association Christelle,
en hommage à la fille de Marie-Rose, est créé. Ensemble, les parents, et en particulier Marie-Rose Blétry et Marie Pichon, essaient de recenser les meurtres et disparitions de femmes survenues dans la région. Elles entament un travail approfondi de recherche. En 1984, il y a eu Marie-Agnès Cordonnier et Françoise Bruyère, toutes les deux âgées de 22 ans et qui ont disparu au niveau de Mâcon. On ne les a jamais retrouvées. En 1986, il y a eu Christelle Maïry, mais aussi Sylvie Aubert, disparue en novembre et dont le corps a été retrouvé 5 mois plus tard dans une rivière. En 1987, Marthe Buisson est enlevée dans une voiture et jetée en marche sur l'autoroute dans la nuit du 16 août. Et Nathalie Maire, en septembre, est retrouvée morte sur une aire d'autoroute. En 1990, il y a Carole Soltysiak, que nous avons déjà mentionnée. En 2005, près de 10 ans après le meurtre de sa fille, Marie-Rose Blétry recense depuis 1984 12 jeunes femmes ou filles assassinées en Bourgogne dans un triangle compris entre Mâcon au sud, Mont-Solémine à l'ouest et Chalon-sur-Saône au nord. 12 meurtres jamais élucidés dans un périmètre réduit autour de l'autoroute A6. D'Amiens, l'association Christelle plaide pour que la justice envisage des recoupements entre ces crimes impunis. Et ce, même si ils n'ont sans doute pas été commis par un seul et même tueur en série, il faut quand même, selon elle, essayer de faire des ponts, de créer des rapprochements. Mais comme la justice, elle est intimement persuadée que tous ces crimes n'ont pas été commis par un seul et même tueur, elle ne va pas accéder à la demande de regroupement des dossiers de l'association Christelle. En 2005, les maires se mobilisent pour demander la création d'une cellule d'enquête. Elles veulent un petit peu ce qui a été fait à une époque pour les disparus de Lyon quelques années auparavant et dans un département qui n'est pas très loin du leur. Elles parlent déjà d'erreurs de la justice, de cette inertie qui semble peser sur les dossiers. Alors, comme exemple d'erreur, on peut en citer plusieurs malheureusement, mais un certain nombre de scellés, de prélèvements biologiques ont été détruits avant même que les dossiers soient prescrits. Donc tout ça, ça empêche des expertises futures, des comparaisons avec les traces génétiques d'un suspect éventuel. C'est vraiment une aberration totale pour les familles, mais en réalité pour tout le reste de l'enquête, et elles sont vraiment confrontées à des dysfonctionnements lourds de la part de la police, de la gendarmerie et du monde judiciaire au sens large. Est-ce qu'elles sont entendues, ces mères de famille ? Pas vraiment. Pour qu'elles le soient, il va falloir attendre l'année 2008 et l'arrivée au SRPJ de Dijon d'un nouvel enquêteur venant du prestigieux 36 quai des Orfèvres à Paris, un policier particulièrement déterminé. Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story, l'affaire Christelle Blétry. Suite et fin de ce podcast dans le 2e épisode, déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur leparisien.fr. Crime Story est le podcast fait divers du Parisien.